me. Oh, oh, how could you live so long without me? Oh, oh, you got me. Oh, oh, I got you. Oh, oh, how could I live so long without you? Bienvenue chez Coworking Chanel. Nous avons la chance d'être dans un lieu prestigieux, un hôtel privé, chez le showroom de Daily Dressing. J'ai la chance d'être en compagnie de la cofondatrice Pascale Goas. Bonjour. Bonjour. Et bien sûr d'autres invités dédiés à la mode. Alors aujourd'hui, évidemment, j'ai oublié de le dire, nous avons lancé une nouvelle rubrique dédiée à la mode et les thèmes abordés seront la mode éco-responsable et éthique. Nous, que des expertes de la mode. À mes côtés, donc, j'ai aussi Jennifer de Jules et Jeanne. Bonjour. Bonjour. Évidemment, ma chroniqueuse Dorothée qui va aussi nous accompagner sur cette interview. Bonjour Dorothée. Bonjour à tous. Et nous avons la chance d'avoir aussi à nos côtés Lou pour la marque Jungle Lou. Bonjour. Lorraine pour Soyons élégantes. Bonjour. Claire pour Luxus Plus. Bonjour à toutes. On commencer un petit peu justement à présenter donc les différentes personnes. Alors bien sûr on va commencer avec toi Pascal puisqu'on est chez toi dans cet hôtel privé. Alors chacune de nos invités va donc se présenter. Donc c'est à toi Pascal, peux-tu présenter justement de Daily Dressing? Bonjour, je suis Pascale Guas, donc je suis la fondatrice de Daily Dressing, qui est une entreprise que j'ai créée il y a 5 ans. Le concept consiste à proposer un dressing de luxe qui est accessible en location par abonnement, de manière à ce que nos clientes puissent porter tous les jours des tenues différentes de designers sans avoir à les acheter. Alors je compare toujours nos activités à des activités de streaming, sauf que là il ne s'agit ni de film ni de musique, mais il s'agit bien de streaming appliqué à la mode. Et en fait il s'agit d'une révolution dans le mode de consommation, tout simplement. Ça change complètement la vie en matière de consommation de mode et de style. À toi Jennifer de présenter évidemment ta marque, Jules et Jeanne. Bonjour, donc moi je suis Jennifer, je suis la cofondatrice de Jules et Jeanne. Donc Jules et Jeanne, c'est une marque slow fashion de chaussures et d'accessoires de mode. Donc notre objectif c'est de faire consommer moins mais mieux, c'est à l'opposé de la fast fashion d'aujourd'hui. Et ce qu'on fait c'est que, outre le fait de fabriquer des produits de qualité pour les garder longtemps, donc on les fait fabriquer en Europe, on propose des styles durables, des styles que vous n'avez pas envie de jeter à la fin de la saison, mais que vous allez garder sur plusieurs années. C'est pour ça que par exemple on ne fait jamais de soldes et que nos prix sont justes. Voilà. Parfait, Dorothée, tu vas continuer avec nos autres invités. Très bien, eh bien Lou, présente-nous ta marque Jungle Lou. Oui, alors bonjour. Jungle Lou, c'est une marque éco-responsable dans le but de valoriser vraiment le vintage, donc la transformation de vêtements. Je chine des vêtements, je les transforme, je les remets au goût du jour. Ce sont que des pièces uniques. J'habille toutes les femmes, du 34 au 52, au 60. Je mets vraiment en avant l'unicité et les valeurs personnelles de chaque femme. Donc je suis la directrice de la publication du magazine Luxus Plus, qui est un magazine digital spécialisé dans l'actualité des entreprises du secteur du luxe. Luxus Plus édite également un magazine bimestriel spécialisé pour les professionnels du luxe, qui s'appelle les Cahiers du Luxe. Et nous organisons également des conférences à l'occasion desquelles nous invitons des experts, des professionnels du secteur du luxe, des consultants, des chercheurs en fait, pour créer de la valeur ajoutée en termes de contenu pour les professionnels qui évoluent dans ce secteur. Très bien. Merci. Très bien, merci. Myriam, je te repasse la parole. On va commencer les premières questions sur la mode éthique et éco-responsable. Oui, alors tout à fait, puisque c'est quand même un sujet d'actualité. On parle toujours d'écologie. D'abord, je voudrais à chacune savoir qu'est-ce qui vous a poussé à justement à vous orienter plutôt vers cette mode éthique, notamment pour vous, Jennifer, Jules et Jeanne, pour cette marque. Merci. Moi j'ai travaillé d'abord chez Dior pendant 5 ans à vendre beaucoup de sacs à main et puis après j'ai créé une marque de chaussures fast fashion entre guillemets où je vendais beaucoup de chaussures à 25 € qui venaient de Chine et que je revendais dans mes boutiques ou sur Amazon. Et donc il y avait 40 000 paires qui tous les ans transitaient dans mes boutiques et c'était beaucoup de plastique. Et donc un jour je me suis dit mais tout ça pour ça.
Et c'est un peu ce ras-le-bol et cette course à toujours, chaque 15 jours, remettre des nouveaux modèles dans la boutique, comme ce hamster dans la roue, là. Et je me suis dit, il faut faire différemment, on ne peut pas continuer comme ça. Donc il y a plein de gens qui raisonnent un peu dans qui sont dans ce même état d'esprit aujourd'hui. Et je me suis dit, c'est le moment, lançons-nous, essayons de faire l'opposé, quelque chose de plus propre, de responsable, de plus éthique. Donc voilà. Et donc je me suis lancée dans Jules et Jen à l'opposé. Très bien. Alors, vous savez que nous, on est un média évidemment collaboratif dans le partage. Donc, ma question s'adresse à Pascal. Vous aussi, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la mode de luxe dans le partage? Donc, partager justement un vêtement que forcément, ou de le louer que de l'acheter. Alors en fait, moi, j'ai pas toujours travaillé dans la mode. Avant de créer cette entreprise, j'étais consultante dans l'énergie. Voilà. Donc, comme toute femme qui travaille, j'avais énormément de réunions, de voyages, de conférences. Et tous les jours, quand je me levais, je regardais mon placard et je me disais, mais j'avais rien à me mettre. Et mon placard était plein. Et malgré un budget assez conséquent d'achat, je n'avais pas assez de sources d'inspiration et j'étais toujours déçue de ce que je trouvais dans mon dressing. Et donc je me suis dit, mais pourquoi est-ce que finalement on pourrait pas créer quelque chose qui permet de porter les vêtements, de porter tout ce qu'on voit dans les magasins, tout ce qui nous fait rêver, les porter sans les acheter. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai réfléchi et j'ai vu que ce concept n'existait pas. Et c'est parti finalement d'un besoin personnel. Alors en effet, quand on propose notre service, on est vraiment dans le partage, puisque c'est un dressing qui va être partagé et nos vêtements vont être portés plusieurs fois. Ils vont avoir la chance d'avoir plusieurs propriétaires en fait successives qui vont les louer, puis qui en dernier vont peut-être les acheter. Et en fait, ce concept a l'air comme ça, en fait, est tout à fait marginal en France. Pour l'instant, le marché de la location de vêtements est très peu développé. Si on le prenait au sérieux, on s'apercevrait qu'avec un dressing partagé, nos clientes, celles qui sont abonnées chez nous, elles achètent en fait 2/3 de vêtements en moins, ce qui est quand même très très significatif. Voilà, donc c'est toute cette aventure qui m'a poussée à créer de Daily Dressing, qui est vraiment bien plus que de la location de vêtements, puisque notre objectif, c'est vraiment de renforcer les femmes. Et là, je rejoins un petit peu les sujets qui sont ceux de Lorraine. Le vêtement est quelque chose qui nous met en valeur, et nous, notre objectif, c'est de rendre nos clientes plus fortes et plus libres. Très bien, bon, effectivement c'est intéressant, donc mieux consommer, et puis on est vraiment dans l'éco-responsable. Alors nous allons justement continuer dans ce sujet si passionnant avec Lou, puisque là on parle souvent, on a une tendance qui est justement le vintage. Donc toi tu parles de matières que tu récupères et que tu retransformes, donc voilà, peux-tu nous expliquer un peu plus ? Absolument. Alors en fait, je chine des vêtements dans les boutiques vintage, je les transforme, je les mets au goût du jour et je leur apporte une certaine singularité. Donc j'imagine quand je les crée une identité en fait, une sorte de psychologie vestimentaire. Et donc ce qui fait que le vêtement va partir vraiment dans un univers vraiment spécial et unique, fantaisiste. Et après, je le rends vraiment universel pour chaque femme qui peut s'identifier à travers ce vêtement. Donc le concept, c'est vraiment que tout se transforme, rien ne se perd. Donc voilà, je pars un petit peu comme dans les films en fait. Les films d'après-guerre où on voit les catastrophes, tout ça, on se rend compte en fait que dans le vêtement, il y a pour ces personnes, les vêtements sont hyper singuliers, des pièces uniques. Donc tout le monde va mettre un chapeau en caoutchouc, l'autre va rapporter une sandale, du tissu, toutes les couleurs. Et voilà. Et moi, en fait, mon concept, c'est vraiment de rendre un vêtement unique le plus possible et que chaque personne puisse s'identifier. Alors, ma question donc, va s'adresser à Lorraine. Donc, nous avons la chance d'avoir une youtubeuse blogueuse qui est justement passionnée de la mode et notamment sur la partie écolo. Donc, je voudrais aussi avoir justement ton expérience. Merci. Alors, de mon côté, en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant d'être consultante en images, etc., styliste personnelle, j'avais accumulé énormément de vêtements. Mon armoire débordait de tous les côtés, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Et en même temps, je n'avais pas saisi tout ce qu'il fallait, les clés pour être vraiment bien dans mon style, bien dans mon corps, etc. Donc après, quand je me suis reconvertie et que
l'exercice de mon métier. J'ai effectivement créé soyonsélégante.com et je suis devenue blogueuse et youtubeuse en parallèle donc de mon métier pour en fait partager ce message qui est que on fait n'importe quoi les filles, on fait n'importe quoi, on achète n'importe quoi parce que sur coup de cœur, parce que des fois on n'a pas le moral donc on va dans les boutiques et puis on trouve ça mignon donc on achète mais on se pose pas en fait les bonnes questions et on accumule des choses et on fait des erreurs d'achat et après un an après même pas on jette, on se débarrasse et ça fait du gaspillage. Et je trouvais que c'était pas en fait une démarche éthique. Donc au-delà d'être dans l'écologie pure, etc., c'est qu'à minima, commencer déjà par se poser des bonnes questions et ça commence par son armoire. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, vu que je fais maintenant ce métier d'aider les femmes à s'habiller, à se mettre en valeur, eh bien je vais partager tout ça sur les réseaux sociaux, sur un site internet pour leur apprendre comment s'habiller, comment trouver les bonnes pièces qui les mettent en valeur, comment trouver leur style personnel pour mieux cibler. Et finalement, quand on sait mieux cibler, on achète beaucoup moins, on achète mieux. Et au final, l'armoire, elle est beaucoup plus optimisée. On fait des économies financières. Enfin voilà, il y a tout un cercle vertueux qui se dégage de ça. Et on fait du bien à la planète en même temps. Donc c'est vraiment un comportement pour moi, comportement de consommation qui est à développer et qu'on doit tout à un moment donné déclencher, démarrer à la maison. Et ça commence par suivre soyonsélégante.com. Donc voilà, bon en tout cas moi ça partait vraiment de ce constat personnel et de cette folie, de cette overdose en fait. J'ai vraiment fait une espèce d'overdose où je me suis dégoûtée moi-même en voyant mon armoire. Je me suis dit mais comment tu peux acheter autant, dépenser autant d'argent, tout cet argent j'aurais pu le mettre ailleurs, faire des belles choses dans ma vie avec cet argent-là, plutôt que jeter tous ces vêtements après. Et mis bout à bout, ça représentait franchement beaucoup d'euros. Et voilà, et je trouvais ça vraiment dommage. Donc aujourd'hui, je partage cette passion-là de la slow fashion, entre guillemets, par l'éducation, par l'apprentissage. Et je crois que c'est un des éléments clés de la mode éthique et responsable. Au-delà de la production pure, c'est aussi une question d'éducation. Et de prise de conscience surtout personnelle pour chacune de nous. Voilà. Beau témoignage. Alors nous allons continuer avec Claire, qui est justement spécialisée quand même dans la mode de luxe. Est-ce que la mode de luxe rime avec les valeurs éco-responsables et éthiques ? C'est une très très bonne question. Pour la mode en général, je ne vais pas me prononcer. Parce que je connais plus particulièrement le luxe. Donc, en ce qui concerne le luxe, les valeurs attachées au luxe sont des valeurs de durabilité, fondamentalement. Le produit de luxe est un produit de luxe par excellence. C'est un produit qui dure dans le temps. C'est un produit de qualité. Donc, fondamentalement, le produit de luxe rime avec l'éco-responsabilité. Mais en même temps, là, on est sur l'aspect théorique des choses, en fait. Dans la réalité, c'est autre chose. C'est d'abord un business. Le monde du luxe, c'est une industrie. Et malheureusement, il y a aussi beaucoup de dérives, effectivement, et beaucoup de gaspillage. Notamment en ce qui concerne justement les fins de série, les fins de collection, qui sont parfois jetées juste pour des questions d'image. Alors, il y a quelques bonnes pratiques, il y a quelques marques quand même qui ont un comportement qui est plutôt exemplaire et c'est vrai que moi je pense tout de suite à Hermès avec le petit H qui recycle en fait les invendus pour leur donner une nouvelle vie, ce qui n'est pas le cas de d'autres, donc je ne les citerai pas, mais effectivement il y a cette ambiguïté. Entre l'économie justement l'économie internationale, enfin l'économie mondiale du luxe qui est effectivement basée sur un certain nombre d'a priori de préjugés liés à l'image, mais en principe le luxe devrait rimer avec éthique. Voilà, et c'est en tout cas pour moi son ambition. C'était l'essence, ouais. Oui, à la base, c'est l'essence du luxe, c'est ça. Après, comme tu disais, c'est dans la théorie, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience où ils essayent de revenir plus justement à cette essence-là, de la mise en avant du savoir-faire, de l'excellence. Donc il faut espérer que ça continue à aller dans ce sens-là, mais bon, après c'est tellement massif et c'est tellement énorme comme secteur. Donc oui.
Oui, effectivement, il y a une prise de conscience, c'est vrai. Il y a en tout cas une volonté d'aller vers quelque chose de meilleur en termes de responsabilité et il y a de plus en plus d'engagement. C'est en tout cas voilà, le point positif, je dirais. Alors là, je vais passer le micro à Dorothée qui va parler de la partie entrepreneuriale. Merci Myriam. Alors, je vais commencer par Pascal. Donc Pascal, vous avez commencé à créer cette marque Daily Dressing donc il y a 5 ans. Pouvez-vous nous dire un petit peu quels sont les enjeux maintenant de votre marque et quelle évolution vous souhaitez lui donner ? Alors déjà, 5 ans d'existence en effet, et une chose que je peux vous dire déjà, c'est que aujourd'hui, c'est pas du tout comme on l'avait imaginé au départ. Ça je pense que c'est quelque chose de vrai pour quasiment tous les entrepreneurs, c'est qu'il faut savoir s'adapter et on est là où on est aujourd'hui parce qu'on a su pivoter, on a su s'adapter au marché. Ensuite, dans The Daily Dressing, nous, ce qu'on essaye de proposer, c'est un tout nouveau mode de consommation et vous imaginez, on dit aux gens, mais arrêtez d'acheter des vêtements, arrêtez de les acheter, abonnez-vous à la place. Donc, en fait, c'est une révolution complète dans le comportement, dans la façon de se comporter au quotidien. Et du coup, il faut s'armer un petit peu de patience. Et c'est ça notre enjeu aujourd'hui, c'est de convaincre et de convertir toutes les consommatrices potentielles, qui sont nombreuses. Parce que moi, je suis persuadée que c'est une vague de fond et qu'à terme, dans 10 ans, tout le monde aura son abonnement. Personne ne se posera plus la question. La question, c'est... combien de temps ça va prendre, et ça personne ne le sait, et comment on fait pour convertir. Donc nous, notre enjeu aujourd'hui, c'est de communiquer un maximum sur nos activités, sur les bénéfices qu'ils peuvent apporter, et puis c'est de se faire connaître et d'expliquer sans arrêt. Voilà notre enjeu aujourd'hui. Ok. Très bien, merci Pascal. Jennifer, donc toi tu as commencé donc, il y a 2 ans et demi. Voilà, même question, les enjeux et quelle évolution t'aimerais donner à ta marque ? Donc nous, on s'est lancé il y a 2 ans et demi, donc on est assez jeune encore. Donc évidemment, l'un de nos principaux enjeux, c'est de se faire connaître, faire connaître nos produits. Et en fait, une des choses clés pour nous aussi, c'est justement d'éduquer, partager en fait plutôt ce qu'on sait de notre métier, c'est-à-dire partager les coûts de production, partager qu'est-ce qu'un vrai cuir, pourquoi un cuir peut être nocif pour la planète ou pourquoi il n'est pas nocif pour la planète parce que c'est un produit naturel traité en Europe, etc. Et tant qu'on n'est pas tous végétariens, c'est un déchet de l'industrie alimentaire. Donc voilà, donc pourquoi expliquer ce genre de choses, c'est quelque chose qui nous permet à nous de dire voilà pourquoi on fait ça et voilà pourquoi c'est responsable. C'est parce que justement on entend beaucoup de choses sur l'industrie de la mode en général et il y a certaines choses qui sont vraies et pas vraies. Donc justement avoir des blogueuses, avoir des médias qui nous aident à justement expliquer que chaque heure en France il y a 25 tonnes de déchets qui sont produits par exemple. Donc faire du recyclage, ça paraît ça paraît nécessaire. Louer des produits plutôt que d'en produire, c'est génial. Fabriquer des produits de meilleure qualité pour remplacer ceux de moins bonne qualité, c'est encore une autre option. Donc il y a plein de façons finalement de s'attaquer au problème de la fast fashion et de la mode qui pollue notre planète. Et l'idée c'est parlons-en de plus en plus et comme ça on arrivera à justement établir de nouvelles marques qui ont de nouvelles façons de faire, parce que le risque c'est après de tomber dans le greenwashing. Donc je suis une grosse marque, je sens que l'écologie c'est à la mode et du coup je dis je vais faire un programme conscious et comme ça je vends beaucoup de choses qui ont l'air écolo mais qui en fait le sont pas assez. Donc, voilà, beaucoup de travail à faire. Très bien. Ce qui est intéressant dans vos témoignages, c'est que ça se rejoint, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la sensibilisation, le changement des comportements. Et donc c'est un travail forcément qui prendra un petit peu de temps parce qu'on est, je pense, aux prémices de la mode éthique et éco-responsable et de la conscience de chacun. Donc c'est intéressant, je pense que ça rejoint. Lou, je ne sais pas si est-ce que tu confirmes un petit peu, est-ce que toi tu es aussi, par rapport à ta marque, les enjeux, est-ce que toi tu es aussi dans des changements de comportement aussi, sensibiliser aussi les clientes par rapport à tous ces sujets ? Bien sûr, absolument.
Donc moi j'essaie vraiment de mettre en avant le vintage, la transformation de vêtements. Quand on sait aujourd'hui qu'il y a tellement de vêtements vintage recyclés que si on les regroupe tous les vêtements de la planète, qu'on les met ensemble, on peut habiller jusqu'à 5 générations futures. C'est quand même ahurissant. Donc oui, le concept aujourd'hui, c'est de mettre en avant vraiment le vêtement vintage, de le transformer, de le mettre au goût du jour en fonction de chaque personne et de vraiment sensibiliser les gens sur la protection de la planète, parce que le vintage, en fait, ça produit moins, c'est écologique et quand on est à une échelle d'entreprise où on connaît chaque artisan, on sait la traçabilité du produit, on sait exactement comment il est construit, c'est très important aujourd'hui de mettre en avant tout ça et de sensibiliser les gens pour la protection de la planète, pour la faune, la flore. Les industries textiles sont vraiment dangereuses. Quand on voit au Bangladesh qu'il y a un des fleuves les plus connus qui est le plus pollué au monde, il y a 500 industries textiles qui aujourd'hui déversent leurs eaux contaminées. C'est vraiment de la contamination parce que c'est des métaux lourds qui sont absolument pas traités légalement, on va dire. En France, c'est des normes qui sont 100 fois hors normes, vraiment. Donc c'est terrifiant et tout est rejeté dans les eaux que les gens que les gens utilisent parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc ça fait des maladies, ça crée des cancers, ça pollue l'environnement, que ce soit pour le plastique, pour les teintures, tout ça. Donc il y a une réelle sensibilisation sur le vêtement vintage. Je pense qu'aussi, comme nous on est en Europe et que ça se passe pas chez nous, je pense que finalement pendant longtemps on n'était pas non plus très intéressés finalement par ce qui se passait à l'autre bout du monde et que ça a un petit peu changé là récemment. Effectivement on en parle, le Bangladesh, et effectivement il y a une prise de conscience qui se fait. Donc Lorraine, toujours sur les histoires de comportement et comment on fait un peu changer les mentalités, explique-nous, toi par rapport à ton activité, comment tu essaies d'influencer sur les femmes pour qu'elles changent de comportement. Oui, alors donc effectivement aujourd'hui les médias, les réseaux sociaux sont puissants et effectivement influencent beaucoup, notamment les jeunes générations. Et donc il y a peu de personnes en fait des générations plus anciennes, on va dire, en tout cas après 35 ans. Il y a beaucoup moins de monde sur les réseaux sociaux et ça c'est vraiment dommage parce que du coup les petites jeunes filles, qu'est-ce qu'elles voient ? Elles voient toutes ces blogueuses, youtubeuses qui font des hauls, qui font des unboxings et qui déballent des quantités de produits qu'elles ont reçus gratuitement. Et donc, elles laissent penser aux plus jeunes, qu'en fait, les fringues, ça tombe du ciel, la production, voilà, il n'y a pas des petites mains derrière qui sont à l'autre bout du monde, qui sont en train de suer pour produire tous ces vêtements pour quelques pièces. Donc, en fait, ça véhicule de mauvais messages, je pense, en fait, toute cette espèce de folie qu'il y a autour de ces unboxings. Et je trouve que donc là-dessus, sur le monde du blogging au niveau de la mode, n'est pas forcément très responsable là-dessus. Et là, j'alerte donc un peu mes collègues blogueuses qu'elles soient un peu plus justement conscientes dans leur manière de faire. Je veux dire, quand on teste des produits, on en teste quelques-uns, on prend le temps de les terminer et on ne montre pas des piles de cartons parce que moi je vois ça en story. Les filles, c'est du comment on appelle ça ? C'est après le food porn, c'est du porn de produits, c'est du porn de consommation. Et donc elles montrent en story toutes les box qu'elles ont reçues et elles les ouvrent avec 10 gels douche, 15 mascaras, etc. Enfin, en fait, la société est un petit peu devenue folle à ce niveau-là. Et ça, moi, j'alerte là-dessus. J'essaye d'avoir une position un peu différente, de pas montrer les choses de cette façon-là. Évidemment, tester certains produits, mais des produits, des gens racontant l'histoire du produit, d'où il vient. Est-ce que j'en ai été effectivement satisfaite, mais de ne pas être dans cette espèce de course à la quantité qui est un non-sens et qui véhicule des mauvais messages pour les jeunes qui ont l'impression que finalement il n'y a plus de respect de rien, il n'y a plus de notion de ce qu'il y a derrière chaque produit, le travail qui est mené derrière chaque vêtement. Je veux dire, il y a quand même des gens derrière tout ça. Donc on n'est pas dans du... le porn, pour moi c'est vraiment ce terme-là. On est dans du
porno de la consommation. Et je trouve qu'il faut là que les jeunes se réveillent et qu'ils se disent stop, parce que punaise, ça fait des vues sur YouTube et c'est insensé que des trucs comme ça fassent autant de vues sur YouTube. Donc voilà, moi je me révolte un peu par rapport à ça, et c'est les messages que j'essaye de transmettre à mes abonnés, et puis j'espère qu'il y en aura d'autres comme moi, comme vous, qui essaieront de pousser des messages plus responsables, plus conscients, plus intelligents, pour que les jeunes générations ne se fassent pas envahir par des clichés, des mauvaises idées de la consommation de la mode aujourd'hui. Voilà, on peut être très stylé. L'idée, c'est qu'on peut être très, très, très stylé, être très élégante, avoir une énergie de dingue, être très impactante par son image, mais sans forcément acheter tout ce qu'il y a chez Zara, sans forcément acheter tout ce qu'il y a chez H&M. Je veux dire, faut se calmer, et c'est là où je dis, voilà, soyons un peu slow fashion. Je dis pas, voilà, moi je suis pas pour l'extrême où voilà, on s'interdit tout, etc. Mais sur juste être plus raisonnable et plus conscient de ses choix, plus réfléchis. Voilà, soyons plus réfléchis, et prenons conscience que tous ces médias sociaux qui nous font circuler de la quantité de produits, faut aussi être réaliste sur le fait que c'est pas la vraie vie, quoi. C'est pas la vraie vie. Voilà. Lorraine, l'alerte est lancée en tout cas. Claire, donc par rapport à ta publication, quels sont les enjeux et comment tu vois un petit peu évoluer la mode, et comment vous, dans la publication, finalement, vous suivez un petit peu toutes ces tendances? Alors, on les suit de près, parce que ça devient effectivement des sujets très sensibles pour les consommateurs, bien sûr, qui sont aujourd'hui remis aussi pour les marques de luxe au centre des préoccupations, ce qui n'avait pas été le cas pendant longtemps. Au centre des préoccupations, parce que aujourd'hui le consommateur est un acteur, en fait, justement, on a à côté de nous un panel de professionnels de la mode, et on voit bien qu'en fait le consommateur, notamment avec les médias sociaux, reprend un peu le pouvoir, s'exprime, prend la parole, et ceci modifie bien entendu finalement la manière dont les marques vont créer du lien avec eux. Donc il est forcément créé via de la transparence, avec des produits justement qui répondent juste à des valeurs. Voilà, les valeurs, en fait, aujourd'hui, pour les consommateurs qui sont associés à la marque, sont essentielles. Il y a de nombreuses études qui montrent, notamment une étude de l'Ipsos qui montre qu'aujourd'hui, en dehors du fait que le consommateur recherche avant tout à vivre une expérience, il ne recherche plus la possession, il privilégie l'expérience, le bien-être. Il va également privilégier les valeurs contemporaines qui sont associées à la marque, qui doit finalement refléter les valeurs auquel lui-même est attaché, en fait. D'où l'importance, en fait, justement, de passer des messages forts aussi pour les marques, de s'impliquer finalement, de prendre parti sur des questions essentielles, qu'elles soient des questions éthiques, des questions responsables, des questions de conditions de travail, par exemple, parce que c'est vrai que malheureusement et heureusement, enfin, parce qu'il y a toujours le revers de la médaille, mais le monde de la mode, c'est un monde qui fait rêver beaucoup de gens, beaucoup de jeunes. Ça reste quand même quand on voit les classements qui sont effectués par des réseaux comme LinkedIn, les deux entreprises qui sollicitent le plus de convoitises, d'intérêt de la part des candidats sont le groupe LVMH et Chanel. Donc on voit bien parmi un ensemble, une multitude de secteurs. Donc on voit bien que ce sont des secteurs qui font rêver les jeunes. Donc quelque part, c'est aussi de leur responsabilité de leur montrer quelque part, voilà, l'exemple. Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'interrogations, beaucoup plus de transparence et beaucoup plus d'exigences de la part du jeune consommateur. Donc en ce qui concerne, pour en revenir
Juste à la question par rapport à Luxus Plus, c'est un secteur où bien entendu il y a énormément de femmes, la mode, mais malheureusement il y a aussi des études qui montrent que c'est des secteurs où malheureusement il y a le plafond de verre qui empêche encore une fois les femmes d'accéder à des postes à responsabilité. Il y a encore énormément d'entreprises qui sont réprimandées par la presse, qui sont critiquées parce qu'effectivement dans le board elles ne respectent pas les quotas d'équité et d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc il y a faire énormément de travail et nous en fait notre rôle en tant que média spécialisé pour les professionnels et moi en tant que femme c'est aussi de redonner la parole aux femmes et de leur redonner en fait la place qu'elles doivent avoir finalement dans ce paysage économique qui est celui de la mode et en particulièrement celui du luxe. Merci Claire. Alors on va juste revenir peut-être à une petite notion. On a beaucoup parlé de slow fashion et fast fashion. Peut-être pour ceux qui nous regardent, c'est pas forcément des expressions qui sont familières pour tout le monde. Peut-être Jennifer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est slow et fast fashion ? Pour moi, la fast fashion, c'est donc cette mode qui se remplace tout le temps, c'est-à-dire Zara est le fondateur du concept, mais H&M, Primark, toutes ces marques sont aussi des marques de fast fashion, c'est-à-dire de la nouveauté en boutique ou sur le site toutes les semaines, des imprimés, enfin des motifs, des coupes, tout qui change tout le temps, et une forte pression sur les prix, des promotions, Black Friday, pre-sale, VIP sale, premium, post-premium, sous-premium, tout ce que vous pouvez faire pour pousser à la surconsommation et surtout faire tourner les stocks, etc. Avant les soldes, on refait des produits spéciaux pour les soldes, dans les mêmes styles mais de bonne qualité. Donc voilà, moi c'est comme ça que je vois la fast fashion, c'est ce rythme effréné de renouvellement des collections. Et donc à l'opposé, un peu comme la slow food, la slow fashion, c'est on se détache du rythme des saisons, on se détache du rythme des collections, on regarde quand il fait beau, c'est bête de solder aujourd'hui parce que les sandales ça se vend aujourd'hui. En fait la slow fashion c'est le rythme est plus slow et plus lent et donc on n'est plus sous ce rythme effréné, des nouveautés elles peuvent arriver tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois et surtout il n'y a pas cette notion de je pousse ce qui est actuellement en vente pour le remplacer par autre chose, mais j'essaie de trouver ces intemporels, ces essentiels du vestiaire que tout le monde va vouloir porter longtemps. Pour moi c'est ça la slow fashion. Alors justement, alors je vais continuer aussi Dorothée, il y a une question qui m'intéresse et d'ailleurs notamment aussi nos internautes parce qu'effectivement on parle de la mode éco-responsable, éthique, elle a un coût et c'est vrai que cette jeunesse elle achète parce qu'elle a aussi quelquefois un budget limité. Alors c'est vrai que quand on parle beaucoup de produits un peu écolos, on a toujours tendance à se dire c'est peut-être un peu plus cher mais c'est de qualité. Comment leur expliquer, comment leur dire que finalement ils font des réductions dans leurs achats. Juste, une des approches, c'est de raisonner en cost per usage, c'est-à-dire en coût par utilisation. Votre t-shirt, pas Zara, on va arrêter. Votre t-shirt de fast fashion, souvent, donc je dis pas toujours, mais souvent, à la 3e fois où vous le lavez, je suis désolée, il commence à être comme ça là devant au lieu d'être tout droit. Il y a le petit truc qui commence la petite couture qui commence à lâcher. Donc si vous achetez un produit qui est normalement fabriqué en France par exemple ou en Europe ou déjà avec un savoir-faire qui est plus adapté et sous des conditions de travail normales le produit vous allez le garder cette année mais aussi l'an prochain et si vous le portez que 2 ans parce que c'est le produit tendance, etc. Déjà si vous l'avez porté 30 fois vous pouvez le payer 10 fois plus cher que celui que vous avez payé 3 fois. Donc c'est une des réponses pour se dire tant pis, j'achète pas à la minute et très bien. Votre réponse Oui, justement, parce qu'on va voir avec Lou, puisque Lou, effectivement, l'experte du vintage, de transformation. Tu as aussi certains chiffres justement par rapport à ça, donc tu peux nous en parler ? Oui.
Alors effectivement, l'avantage du slow fashion aujourd'hui, c'est la traçabilité. En fait, on peut se rendre compte comment le vêtement a été créé, où est-ce qu'il a été fourni, comment les fils ont été tissés, tout ça. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Aujourd'hui, dans le fast fashion, c'est vraiment l'opposé. On va vendre un jean à 30 €, mais un jean à 30 € aujourd'hui, ça dénonce forcément une erreur en fait dans le maillon de la chaîne. Il y a forcément quelqu'un qui a été lésé et c'est généralement des gens qui vivent dans des pays défavorisés et qui n'ont pas le choix en fait de vraiment cultiver ce travail parce qu'ils ne peuvent rien faire d'autre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le mettre en avant le slow fashion, c'est un petit peu plus cher, c'est un coût, mais c'est un vêtement qu'on va choisir, qu'on va vraiment sélectionner, comme disait Soyons élégantes. Lorraine. Pardon. Comme disait Lorraine, en fait, vraiment mettre en avant, savoir sa morphologie, savoir quelle couleur nous va, et ben ça met en avant le slow fashion, parce qu'à travers ça, on achète responsable, on achète éthique, et aller vers des créateurs, des jeunes créateurs en particulier, ça permet aussi de s'habiller mieux, de s'habiller responsable, et de garder sur un long terme vraiment un vêtement qui nous plaît et qui dénonce une vraie notre personnalité, notre propre singularité, toujours. Donc effectivement, c'est un réel avantage en fait de consommer fashion aujourd'hui, de consommer slow fashion, évidemment. Alors j'ai une autre question, puisque c'est vrai que nous, on est un média économie collaborative du partage. Justement, quand on parle de fast fashion, quels sont aussi ses risques à terme ? Alors moi, je peux vous donner quelques chiffres en ce qui concerne le gaspillage et la surconsommation. Alors aujourd'hui, on achète 60% de plus de vêtements qu'il y a 15 ans. Ce qui est quand même, bon, je pense, tout l'effet de cette fast fashion. Après, on achète en France, en moyenne par personne, 35 kilos de vêtements, ce qui correspond à 65 pièces de vêtements, et on en jette à peu près autant. Et on les garde 2 fois moins de temps qu'il y a 15 ans. Donc ça, c'est un petit peu, vraiment, les chiffres, ils sont là. Et encore un autre chiffre qui est très proche en fait de mes convictions, bien sûr, c'est que dans les dressings, il y a 70% des vêtements qui ne sont pas portés. Ça veut dire jamais portés. Ça veut dire qu'en fait, ils nous encombrent. Voilà, et je crois qu'on est tous, voilà. Et quand on sait que pour fabriquer un jean en coton, on utilise 11 000 litres d'eau, ce qui est à peu près l'équivalent d'une centaine de douches. Et les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de CO2, c'est 25 kilos par jean. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de fabriquer des jeans, bien entendu, mais je pense qu'il faut peut-être se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir 15 jeans dans notre dressing, en sachant qu'il y en a peut-être 2 qu'on va mettre régulièrement. Donc, c'est toute cette réflexion qui amène une profonde remise en cause. Hein. On est tous responsables, on est tous sur la sellette et on doit tous vraiment se regarder, faire une introspection pour se demander si est-ce qu'on est plus heureux aujourd'hui qu'avant. Je suis pas sûre. Très bien. Tu veux continuer Allez, on passe au micro. Juste un risque, mais qui n'est pas chiffré, auquel on ne pense pas, et qui est plus sociologique en fait. Moi, j'appelle ça la clonification. Ou la clonisation, j'en sais rien comment on pourrait appeler ça, mais à force que tout le monde achète dans les mêmes endroits, donc de fast fashion, tout le monde achète les mêmes modèles, les mêmes vêtements, etc., eh bien, on devient tous un peu les mêmes. On n'a plus vraiment de personnalité, voilà, c'est un uniforme, il n'y a plus vraiment d'identité, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de personnes, et donc là, bon, on est des femmes, donc en parlant des femmes, beaucoup de femmes qui me disent mais en fait, je sais plus qui je suis, je sais pas c'est quoi mon style, je sais pas comment incarner qui je suis à travers mes vêtements, parce que, eh bien, tout simplement, elles vont droit dans les mêmes boutiques que tout le monde, et qu'on trouve toujours les mêmes couples, les mêmes modèles, etc., et qu'on se ressemble toutes les unes les autres, on ne se démarque pas, et donc ça a abouti à une espèce de malaise en fait sociologique, mais qui nous impacte directement
vraiment dans notre identité, dans notre bien-être. Donc je pense que ça c'est quelque chose aussi dont on n'a pas conscience et que on devrait aussi un peu plus soulever. Il y a vraiment des questions sociologiques derrière la mode qui sont hyper intéressantes et que les sociologues n'étudient pas assez, je trouve, et qui devraient essayer de creuser. Voilà. Je voulais juste mettre en avant par rapport à la fast fashion le côté polluant vraiment par rapport à la santé. Comme je disais tout à l'heure, au Bangladesh, il y a énormément de déchets industriels du milieu textile qui se déversent dans des fleuves, des gens qui boivent ces eaux, qui n'ont pas le choix, qui sont tous les mois des enfants qui sont tous les mois hospitalisés à cause de ça. Je pense qu'il est vraiment important aujourd'hui de se responsabiliser. C'est pas juste un jean qu'on achète, c'est des enfants malades qui sont contaminés par toutes ces eaux, toutes ces industries. Et aujourd'hui, on est au 21e siècle, on ne peut pas considérer que ces vies ne sont pas importantes. Il faut vraiment prendre à cœur ce genre de conséquences. Ça, au niveau de l'environnement aussi, tout ce qui touche à la faune et la flore, ce plastique qu'on utilise, on parle pour nous, mais qui contamine aussi énormément d'océans, tout est relié en fait. Et donc consommer fast fashion, ça rejoint tout ça et il est vraiment important même pour les agriculteurs. Les rizières, par exemple, sont contaminées, donc quand on fait des tests sur des cheveux, on se rend compte qu'il y a plus de 50 agents toxiques de perturbateurs endocriniens qui sont... tout est relié à cause des industries fast fashion, entre guillemets. Hein. Et donc, voilà, il y a une réelle sensibilisation à avoir par rapport à ça. Et donc, le slow fashion rejoint toute la traçabilité et donc une éthique de santé et d'environnement. Voilà. Très bien. Claire, justement, toi qui es aussi une experte de ce marché de la mode et notamment la mode de luxe, est-ce qu'il existe justement une réglementation face à ces difficultés ? Il n'y en a pas une, je pense. Je pense qu'il y en a des milliers, en fait, de normes de qualité selon les secteurs qui doivent être respectées, que ça soit dans l'orfèvrerie, que ça soit dans la mode, j'imagine qu'il y en a aussi, mais disons que ce n'est pas des normes. Je pense, si on doit parler de la mode en particulier, ça va évidemment dépendre des pays. Mais il y a des normes, bien entendu, qui sont obligatoires et à respecter pour les fabricants. La question, vous savez, quand on parle, par exemple, il y a des campagnes sur l'obésité, donc mieux consommer, on vous parle d'opération manger 5 fruits et légumes par jour. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui qu'un jour notre gouvernement soit capable de mettre en place des campagnes de ce type pour éviter de la surconsommation, notamment dans le prêt-à-porter ? Alors, c'est une bonne question. Mais est-ce que c'est possible ? Disons que... Non, mais ça pourrait. Dans un monde idéal, ça pourrait. Bien entendu, ça serait même une initiative tout à fait intéressante. Mais malheureusement, comme on le disait un petit peu tout à l'heure en off ensemble, la mode c'est aussi l'un des secteurs économiques les plus rentables en fait pour la France. Donc est-ce que c'est vraiment aujourd'hui la priorité et des marques et de nos institutions de limiter la consommation de produits de mode ? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je pense que c'est plutôt une initiative qui vient du consommateur, oui, bien sûr, qui vient du consommateur avant tout. Je suis pas sûre que ça soit dans l'intérêt des entreprises de faire ce type de campagne pour limiter la consommation. Mais en même temps, voilà, c'est un des secteurs les plus rentables, effectivement. Qui apporte également un rayonnement extraordinaire à la France, qui est connu pour sa mode, pour sa haute couture aussi, puisque c'est le seul pays où on a ce label haute couture, c'est quelque chose de typiquement français. Donc le rayonnement de la France et de Paris repose quand même beaucoup là-dessus. Une petite parenthèse, c'est par rapport, en fait, en ce moment, il y a une loi qui est en pourparlers qui dénonce en fait le gaspillage et le fait que beaucoup d'usines brûlent des déchets, des tonnes de déchets
vestimentaire. Et il y a une taxe qui est en train de se faire en ce moment et qui est en pourparlers, on va dire, qui dirait chaque vêtement brûlé à l'unité coûterait 450 €. C'est une amende qui va peut-être se mettre en place, qui ferait qu'en fait, recycler un vêtement, ce serait beaucoup plus rentable pour les grandes sociétés que de les brûler. Donc voilà, effectivement, il faudrait peut-être mettre des pétitions en place pour vraiment lancer, parce que c'est à nous, en tant que révolutionnaires de la slow fashion, de mettre en avant ce genre de mouvement. Mais voilà, c'est ça en place. Il y a des petites lois comme ça qui pourraient changer le monde, en fait, à grande échelle. Voilà. Il y a des collectifs qui mettent en avant toutes ces lois, qui ont des blogs, des actus, qui mettent aussi en avant des jeunes créateurs éthiques et responsables, comme Slow We Are ou Dream Act aussi, qui met beaucoup d'actus qui sont vraiment très intéressantes. On peut voir au jour le jour tout ce qui se passe dans le monde au niveau de la mode éco-responsable, quoi. Donc après, il y a des collectifs qui aussi permettent de recycler des tissus, comme la textilerie, la fabrique idéale. Donc c'est soit des espaces où on retrouve des boutiques, on peut acheter responsable des tissus en tant que créateur. Donc voilà, il y a plein de petits mouvements en France, à Paris notamment, et qui prônent ces belles valeurs, quoi. Très bien. Question pour Pascal et aussi d'ailleurs Jennifer. Alors finalement, comment on fait pour se constituer une garde-robe éthique et éco-responsable? On a déjà quand même la réponse avec The Daily Dressing, mais c'est quand même intéressant de savoir ce qu'on pourrait avoir chez nous. Alors, là, j'allais vous dire, abonnez-vous à The Daily Dressing et vous aurez... Et allez voir, soyons élégants. Achetez des accessoires et je crois qu'on a... allez voir, je crois qu'on a tous les ingrédients. C'est bon. Petite note, allez. Vous dire, c'est un peu à chacun de se poser, de réfléchir à qu'est-ce qui est bon pour lui. Il y a quand même pas, je veux dire, on va pas forcer les gens, on va pas, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il faut que surtout chacun réfléchisse à son dressing, à faire un petit tour dedans d'ailleurs. Et moi, je suis pas spécialiste de ça, c'est Lorraine qui est spécialiste de ça. Faire un petit tour dans son dressing et voir qu'est-ce qu'on peut déjà tirer de tout ce qu'on a. Par exemple, nous, quand on a une cliente qui vient au showroom de Daily Dressing, en général, on lui donne des conseils sur la façon de porter ce qu'elle a à la maison et de mixer avec les pièces qu'elle loue chez nous. Et en fait, on est assez surpris de voir comment on peut se renouveler en utilisant l'existant. Donc déjà, c'est vraiment un conseil intéressant à prendre. Et je vous dis, abonnez-vous sinon. Non, mais je trouve ça très intéressant, effectivement. Donc finalement, vous avez aussi ce rôle de conseil avec déjà nos propres tenues et on fait un mélange en fait avec aussi vos pièces, parce que il faut le dire, chez The Daily Dressing, ce sont aussi des marques de luxe. Oui, en fait, on travaille avec une trentaine de designers et les collections sont renouvelées à chaque saison. Oui, une autre façon de rendre son dressing un peu plus éthique, c'est de s'attacher aux labels qui comptent justement sur le marché. Donc, comme a dit Lou, Slow We Are par exemple donne un label aux marques. C'est une plateforme qui fait un audit des marques pour voir si elles ont une approche slow fashion. Mais il y a aussi Origine Transgarantie, qui est un label qui essaie de bien confirmer qu'un produit est réellement fait en France et que c'est pas juste la dernière étiquette qui est posée et que il est un peu faussement fait en France. Donc ça, c'est un autre label sur lequel vous pouvez compter. J'imagine qu'il y en a encore d'autres, mais voilà, les labels, c'est aussi une façon d'être plus éthique dans ses achats. Très bien. Une autre petite question, parce que alors c'est vrai que vous savez aussi, quand on parle de mode un petit peu éco-responsable, éthique, on a toujours un peu cette idée, alors certains, qu'on est sur des modèles un petit peu très classiques, qui représentent quelques... Comment on peut changer, voilà, un peu bohème. Comment, oui, par exemple, voilà. Alors, comment vous la présentez? Parce que si vous donnez envie justement à consommer éco-responsable. Je pense que vraiment, quand on a travaillé sur son identité, sa personnalité, son style, celui qui nous est propre, qui nous ressemble, et qu'on sait en fait ce qui nous correspond, ce qui nous met en valeur, les vêtements dans lesquels on se sent bien, en fait ça restreint finalement beaucoup déjà le choix. Moi j'ai des clientes qui me disent oui, mais du coup maintenant j'ai du mal à trouver. Je dis mais c'est très bien, vous allez moins dépenser parce que maintenant que vous savez exactement ce qu'il vous faut, et bien effectivement vous allez moins acheter comme ça à la sauvette dans les magasins n'importe comment, mais ça sera beaucoup plus quali en fait en termes de choix.
Donc du coup, en fait, déjà ça passe par là, et ensuite les quelques choix qu'elles vont faire, du coup, eh bien, ils seront du coup plus ciblés. Donc elles vont peut-être du coup pouvoir aller voir des marques différentes, sortir un peu de toutes ces grandes anciennes de fast fashion, et s'intéresser à des petits créateurs, à des petites boutiques indépendantes, etc., plutôt que de toujours faire de la quantité dans les grandes enseignes. Donc quand on sait déjà exactement ce qui nous va, vraiment ça restreint les possibles, mais tout en se faisant plaisir. Ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on a moins de choix qu'on peut pas se faire plaisir, mais vraiment pas, au contraire. On va avoir l'œil de lynx, où on va rentrer dans un magasin et on va savoir tout de suite. Moi, j'arrive dans un magasin, en 5 minutes, je fais le tour avec l'œil et je vois exactement s'il y a une pièce, je sais qu'elle m'ira. J'ai presque même pas besoin de l'essayer. C'est assez, c'est assez efficace quand on a fait un travail sur soi en amont. Et du coup, cette pièce-là, vous l'aurez choisie en toute conscience, avec tout un travail qui aura été fait en amont. Et puis, vous irez plus aussi traîner toujours toutes ces mêmes boutiques pour faire votre shopping. Vous allez prendre le temps d'être plus sélectif parce que vous saurez que de toute façon, vous ne trouverez pas tout votre bonheur dans les magazines, dans les magasins de fast fashion. Donc voilà, je pense que c'est ça. Il faut être plus ouvert sur les nouvelles marques indépendantes qui se créent, parce qu'en France, il y en a plein des nouvelles, et que il faut sortir les filles de toutes les mêmes, quoi. Promode, Pimki, H&M, Zara. Je veux dire, c'est vrai, Zara, ils sont très forts, faut le dire, ok, mais vous pouvez trouver des très jolies choses, mode, sexy, élégantes, pas vulgaires, qui font ressortir votre personnalité en allant justement dénicher le petit créateur. Et venez faire des tours sur des plateformes et des Instagram comme le mien, où justement on met en avant des petites marques qui se créent et qui proposent des choses qui sont beaucoup plus qualitatives, beaucoup plus raisonnées en termes de production. Donc voilà, ça change tout. Donc arrêtez aussi de suivre trop d'influenceuses qui vous sortent tous les jours du outfit total fast fashion. Voilà. C'est pas forcément le bon exemple, même si ça inspire en termes de créativité. Ah oui, juste un dernier truc aussi, moi ce que je donne dans mes vidéos YouTube, c'est des inspirations, c'est-à-dire que je vous donne des exemples des façons d'associer en fait les vêtements entre eux, avec une seule et même pièce qui est par exemple un basique de dressing, une chemise blanche, un perfecto, voilà, un jean, des pièces qu'on va forcément avoir dans la garde-robe. Et vous allez avoir tout un panel de looks que vous pouvez créer avec la même pièce sans avoir besoin d'acheter plus de choses. Et donc si vous manquez d'idées, de créativité, allez regarder ces revues d'inspiration et vous allez avoir du coup de nouvelles idées pour créer des tenues, comme disait Pascal, avec ce que vous possédez déjà. Ça sert à rien de surenchérir si vous exploitez pas déjà le fond et l'essence de votre garde-robe. Nous avons la chance d'avoir aussi une invitée surprise, Nadège Batou, réalisatrice, documentaliste, qui va aussi nous donner son point de vue sur la mode. Alors, on l'attend, elle arrive. Nous avons droit à un défilé de Nadège. Bonjour Nadège. Bonjour Myriam, merci de m'inviter en tout cas, merci. Alors c'est vrai qu'on s'est rencontrés notamment aussi à ce dernier événement qui était le Festival de Cannes, donc tu es une grande réalisatrice et on voulait avoir ton point de vue puisque tu voyages pas mal entre l'Afrique et la France et toi aussi tu es plutôt quelqu'un d'engagé sur la mode, notamment même éco-responsable et éthique. Ce qui est sûr, quand on vient d'un pays comme Brazzaville, la mode, c'est quand même nous qui avons créé ce qu'on appelle la société des ambianceurs et des personnes élégantes, donc la philosophie de l'ASAP. Donc effectivement, la mode, je suis née dedans, j'ai grandi dedans, mais j'ai su aussi m'en détacher peu à peu, surtout depuis que je suis devenue maman. Parce que j'ai commencé et que je vis en France et qu'effectivement tout ce qui est écologie en ce moment je suis en plein dedans, donc j'ai appris à ce que c'est qu'être éco-responsable et ce que déjà mon enfant doit manger et en plus ce que mon enfant doit porter. Donc du coup petit à petit effectivement c'est un sujet dans lequel je suis vraiment concernée et donc je peux dire 2-3 choses, mais j'en suis pas vraiment une militante engagée, mais j'ai mon avis là-dessus, ça c'est sûr. D'accord. Alors justement, j'aimerais bien que tu parles justement de l'origine de ce mot, la SAP finalement.
À la base, la SAP est née d'une revendication identitaire des premiers étudiants africains, mais plutôt congolais, qui sont arrivés en France. Et en ce temps-là, effectivement, ils étaient traités des bamboulas, de singes, des gens qui puent et tout. Et donc, pour se démarquer, pour montrer à la société française que c'était des êtres humains et ils voulaient être respectés comme tels, et c'était autant des dandys, donc ils ont adopté effectivement la mode dandy, et donc du coup c'est devenu vraiment par la mode est devenue un canal de revendication des droits humains, et petit à petit effectivement après Papa Wemba en était le porte-étendard, et la SAP aujourd'hui dans toute l'Afrique et surtout à Château-Rouge, n'hésitez pas à y aller, c'est une institution en soi en tout cas, voilà. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on dit souvent, je vais aller me chercher quelque chose, c'est quoi comme ça. Donc voilà, il y a aussi cette histoire quand même qui est importante, et notamment aussi sur l'aspect de la surconsommation, ton point de vue. Si je repars un peu sur la SAP, effectivement, à partir du moment où les sapeurs se sont engagés dans une voie de consommation, parce qu'un sapeur ne s'habille pas n'importe où, n'importe comment, c'est des grandes marques, et c'est des ouvriers, des petites gens qui sont capables de faire de grandes économies juste pour acheter des chaussures très 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 chères. Et donc c'est ça qui fait la marque de la SAP. Et ce qui serait intéressant, c'est effectivement que ce mouvement se réapproprie en tout cas que repartent en Afrique pour mettre en avant les tissus, les produits africains dans leur revendication, et que cette revendication identitaire, au lieu qu'elle soit revendiquée maintenant avec les produits occidentaux, il faudrait qu'il se transforme en une revendication sur l'identité, le savoir-faire des produits africains, parce que le savoir-faire et les produits africains, ça existe bel et bien, et le monde a besoin n'attend qu'à les connaître en fait. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que finalement, quand on parle de matière, en fait, l'idée c'est de consommer aussi local, à tous en fait. C'est aussi ça le but, et pas d'aller chercher justement des matières peut-être toxiques et faire travailler toutes les économies. Effectivement, surtout que avant que toutes ces industries, en tout cas au temps où il y avait encore des royaumes, des grosses communautés en Afrique, l'industrie du textile faisait partie de la société. Donc il y a des familles qui sont nées artisans de ces métiers. Et donc du coup, après que le prêt-à-porter et tous les autres tissus sont arrivés, et le colonialisme est arrivé et tout, c'est des métiers aussi qui disparaissent, parce qu'il faut le dire, c'est des métiers, c'est un savoir-faire qui disparaît. Donc effectivement, consommer local serait très responsable, parce que ça ferait ressusciter des métiers qui n'existent plus, un savoir-faire qui n'existe plus, et ça ferait découvrir à nos populations, en tout cas là-bas, de la richesse que nous avons nous-mêmes sur le continent, et que nous pouvons nous enrichir en le faisant découvrir aussi au monde. Donc la mode, elle est aussi culturelle. Elle est aussi culturelle. Alors il faut le dire, tu as en fait tu as réalisé un documentaire à ce sujet qui s'appelle comment d'ailleurs ? Moi, j'ai réalisé un documentaire qui s'appelle, c'est en 2010, un court-métrage qui s'appelle Dallas de Paris, retenez bien ce nom, parce que c'est le nom d'une sapeuse. Une vraie sapeuse, c'est l'une des femmes sapeuses sur la place de Paris qui est vraiment reconnue. Et cette femme m'intéressait beaucoup parce que dans les premières années, quand je suis arrivée à Paris, moi effectivement la SAP, quand née au Congo, j'avais une façon, une critique assez, on va dire, une forte critique sur la SAP, parce que pour moi, c'était vraiment du gaspillage d'argent, de valeur et tout. Et quand j'arrive à Paris, je rencontre donc cette femme, c'était à Château-Rouge, mais une femme,
c'est une femme qui s'assume. Elle-même, elle dit, moi j'ai 2 facettes, je suis homme et femme. Effectivement, quand on la rencontre, elle est coiffée homme, elle s'habille en homme et tout. Et je me dis, mais effectivement, elle s'habille comme ça, mais derrière, qu'est-ce qui se cache au fait? Et donc, du coup, elle me laisse, j'arrive à rentrer en confiance avec elle, parce que je n'étais pas allée faire du voyeurisme auprès d'elle, mais c'était plutôt pour mieux la connaître, pour raconter son histoire. Et donc là, on découvre effectivement que pour elle, la SAP, c'est une façon d'exister, surtout dans un pays comme la France, où les gens sont très invisibles, surtout dans ces communautés d'immigrés africains où pour exister c'est très difficile dans la société, et cette femme pour s'imposer est rentrée dans la SAP et a opté de s'habiller, d'aller se battre sur le terrain des hommes, donc de s'habiller comme les hommes. Mais son histoire, c'est une histoire d'individus, ou plutôt c'est une histoire de femmes abandonnées, de femmes déçues, de femmes vraiment une histoire dramatique et que l'on peut comprendre pour elle quand elle adopte la SAP, c'est pour ne pas se laisser submerger par tant de souffrances. Parce que ici, quand même, dans les pays occidentaux et surtout en France, la solitude, c'est quelque chose de très, très... voilà. Et donc, pour ce genre de personnes nous qui venons de l'Afrique, où la communauté compte vraiment, le collectif compte vraiment. Donc, elle, je pense, pour survivre de cet isolement, pour surmonter ses souffrances, elle est rentrée dans la SAP, dans une communauté, exactement, dans une communauté, la communauté de la SAP. Voilà. Écoute, merci beaucoup Nadège, parce que c'est aussi un témoignage très intéressant. Pour quasiment conclure, ensuite je laisserai la main à Dorothée. J'ai envie de dire que finalement la mode éthique, éco-responsable, c'est aussi un voyage culturel. C'est aussi accepter finalement toutes les couleurs du monde. Et c'est vrai que le côté local, c'est bien se dire demain j'arrive à Paris, j'achète un produit made in France, et quand j'arrive au Congo, j'achète un produit Congo. Et c'est vrai qu'on a cette tendance quelquefois, moi je sais à mon époque, j'achetais des tissus parce que voilà, c'est aussi une manière de voyager et puis de mieux consommer finalement, parce que du coup on voyage avec la mode. Allez, chacune un petit dernier mot. Alors le dernier mot, Nadège. Je sais pas ce que je peux dire, mais pour moi en tout cas de tout ce que j'ai connu, parce que j'ai beaucoup quand même voyagé en Afrique et en Occident aussi, de ce que je retiens, c'est que au-delà de ce que la mode nous apporte, au-delà de l'esthétisme, au-delà de ce qui nous valorise face à nos proches dans la société, pour moi, ce que j'ai vécu ou ce que je vis, c'est que derrière la SAP, derrière tout ça, peut aussi, il faut comprendre aussi qu'il y a aussi des combats qui sont derrière, des gens qui revendiquent des droits. Et je me rappelle encore quand je suis au Niger, par exemple, je vois toutes ces femmes qui sont habillées avec leur boubou, comme on s'habille pas chez moi. Chez moi, c'est plutôt des pagnes, alors que là-bas, c'est vraiment des boubous, des voiles et tout. Et je suis dans l'Afrique, mais je suis pas dans la même Afrique, je suis pas chez moi. Et donc, dès que je débarque là, tout de suite, on sait que je ne suis pas de là, je ne suis pas... Donc, à moi de m'approprier aussi cette façon de vivre pour être acceptée, pour faire partie des gens. Donc, au-delà de tout ce que les habits peuvent nous apporter de ce côté esthétique, c'est aussi des droits, des revendications culturelles qui sont revendiquées et qui sont mises en avant. Et ça se voit quand on parle de Made in France, ça se comprend. Il y a une certaine une volonté vraiment de revendication identitaire en tout cas. Donc c'est tout ce que je peux dire.
Merci. Alors pour finir, pour revenir un peu sur cette problématique de surconsommation dont on a beaucoup parlé, je voulais vous parler d'une petite collaboration qu'on vient de mettre en place récemment, là, depuis 3 jours, qui sont en fait, en ce 2e jour de solde, nous on fait des soldes au même prix. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est nos dernières pièces, au lieu de les brader, on les vend au même prix. Et en fait, il y a 30% du montant qui est reversé à Modestime, qui est qui est un atelier de réinsertion professionnelle en Seine-Saint-Denis et qui aide des handicapés et des personnes éloignées du travail à retrouver confiance en eux, à reprendre un travail. Et c'est des gens formidables qui s'en occupent, des gens passionnés. Il y a 4 personnes qui s'occupent de ça et qui ont besoin d'argent parce qu'il y a de moins en moins de subventions de l'État. Et donc ça, c'est une autre façon de faire de la mode responsable à côté de chez soi. Voilà. Alors, je crois qu'à travers tout ce qu'on a vu, on a vu que la mode, c'est quand même un secteur extrêmement sympathique, qui fait rêver, qui est quand même notre champion, notre industrie, l'une de nos industries championnes en France, mais que, effectivement, il y a eu un certain nombre de dérives. Donc maintenant, ces dérives, elles sont en train de gentiment se corriger. On va travailler dessus. Et je crois que c'est Claire qui a dit tout à l'heure, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que la mode, il va falloir qu'elle évolue et qu'elle se mette plus au service finalement du consommateur, au service de l'être humain. Et tout simplement, on va passer d'une mode qui peut-être était une industrie qui dictait des impératifs et qui dictait ses lois, à une industrie qui va devenir peut-être plus humaine et plus généreuse. Et en tous les cas, c'est ce que j'espère. Et nous, à The Daily Dressing, on veut y contribuer en modifiant un petit peu ce système de consommation. Oui, pour finir, en résumé, je dirais qu'il faut évidemment consommer local, mettre en avant l'artisanat français, les artisans sous toutes leurs formes, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de potentiel en France, qu'il faut aussi valoriser, je pense, les pièces uniques, donc le vintage, parce qu'on est tous uniques, et c'est une manière de s'exprimer et de mettre en avant notre personnalité. Et voilà, consommer responsable au quotidien, dans l'alimentation aussi, et vestimentairement, c'est très important. Alors oui, pour conclure, moi je dirais juste, soyez vous-même, n'essayez pas de faire du copier-coller de tout ce que vous voyez, vous inspirez certes, mais essayez d'essayer de vous connaître mieux vous-même pour faire du vêtement, revenir à l'essence même du vêtement qui est une fonction quand même identitaire. Comme l'a rappelé Nadège, il y a quand même une grande part d'expression à travers le vêtement. Donc d'abord, questionnez-vous sur qu'est-ce que vous voulez exprimer à travers vos vêtements pour ensuite faire les bons choix et rester vous-même. Voilà. Merci. Alors moi, que dire, parce que en tant que média spécialisé, je regarde un peu les choses de l'extérieur et donc moi je suis très touchée quand j'entends des initiatives comme celle de Lou, par exemple, ou comme celle de Jennifer également, parce que on voit qu'il y a une vraie ambition en fait derrière la création aujourd'hui en fait. Et ça, je pense que c'est l'avenir en fait. C'est l'avenir pour les marques plus anciennes en fait. Elles ont aujourd'hui beaucoup de mal justement à intégrer toutes ces notions de développement durable parce que ça ne fait pas forcément partie de leur identité de départ en fait. Donc la difficulté, c'est d'intégrer en fait ces nouveaux concepts et de se renouveler justement par rapport à ces évolutions qu'on peut observer dans la consommation. Et donc voilà, moi je pense que c'est important de soutenir des jeunes entrepreneuses comme celle qu'on a aujourd'hui et les blogueuses également comme Soyons élégantes, voilà. Soyons folles aussi parce que c'est aussi dans le thème, il faut être un peu fou. Voilà. Et soyons élégantes tout en étant... Mais fou positivement. Voilà. Donc soyons folles tout en restant élégantes. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, moi je trouve ça super. Et
Autrement, à titre personnel, je suis une abonnée du Daily Dressing, une addicte. Voilà. Et faites pareil parce que franchement, j'achète beaucoup moins. Je me fais plaisir. En plus, j'adore changer tout le temps. Donc c'est vraiment l'outil idéal pour moi qui en plus, en tant que working girl, a besoin aussi de représenter quelque part mon entreprise, de représenter aussi les codes de la mode, de représenter plein de choses, mon identité aussi personnelle. Donc voilà ce que j'avais à dire. Et puis merci à toutes, vraiment pour avoir partagé vos expériences. Merci également aux journalistes. Bon bah écoutez, merci à toutes d'avoir participé. Donc je vais redonner le nom de toutes les participantes. Donc on a eu Nadège, Jennifer, Pascal, Lou, Lorraine et Claire. Donc merci à toutes de nous avoir fait partager votre activité et le retour et les enjeux sur l'activité de la mode éthique et éco-responsable. Et puis bien sûr, merci à tous de nous suivre toujours plus nombreux sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez bien sûr nous retrouver sur notre site internet coworkingchannel.news. À bientôt. Ainsi s'achève notre première émission dédiée à la mode et nous avons la chance d'être avec des invités aussi exceptionnels. Nous avons donc des artistes pour conclure cette première émission avec Romain. Bonjour Romain. Bonjour. Et bonjour Edine. Bonjour. Vous êtes donc le groupe Wanted. C'est ça. Voilà. Et puis à mes côtés, j'ai Pascal, donc, qui a été notre hôte pour nous avoir accueillis dans ce lieu magique, cet hôtel privé de Daily Dressing. Comment ça s'est passé, Pascal ? Écoute, ça s'est très bien passé. On a eu un panel d'invités exceptionnel et des débats franchement passionnants. Donc, on attend le résultat avec impatience. Eh bien, écoutez, pour conclure, on termine en musique, mais on va quand même davantage avoir des informations concernant le groupe. Le groupe s'est créé depuis combien de temps, Romain ? Depuis 2 ans. Déjà 2 ans. Et ça signifie quoi, finalement, Wanted ? L'origine du groupe Wanted ? L'origine, c'est que avec mon binôme Edine, on est toujours un petit peu sur le fil du rasoir. On court toujours, on est tout le temps pris par le temps et donc on est un petit peu recherché. Et puis le fait est aussi que le projet a été voulu, a été wanted, a été désiré. Très très bien. Edine, et toi, alors comment se passe ce groupe ? Eh bien pour moi, étant donné je suis l'un des membres fondateurs du groupe, pour moi c'est que du rêve dans le sens où c'est un aboutissement et un rêve en fait. D'ailleurs je vous remercie pour l'invitation d'ailleurs et après notre présence ici d'ailleurs. Et pour moi voilà le projet pour l'instant fait que évoluer dans le bon sens et on essaye aussi d'avoir une pensée aussi positive étant donné un petit lien aussi à l'émission aujourd'hui. Donc on est aussi assez porté aussi sur l'environnement donc on essaye de se cadrer aussi sur ce sujet-là aussi. Très bien. Oui, puisque c'était un sujet sur la mode éco-responsable. Donc vous soutenez, j'imagine, Romain et Edine. Tout à fait. Tout à fait. D'accord, très bien. Et le style de musique qu'on va écouter là dans quelques instants, c'est quel style ? C'est un mix de plusieurs styles de musique, mais c'est à dominance rock, blues et funk. D'accord, très bien. Eh bien, j'ai envie de vous dire, je vais appeler tous nos invités et on va terminer en musique. Ça va être vraiment génial. Eh bien, écoutez, merci à toutes d'avoir été présentes à ce débat sur la mode éthique et éco-responsable. Et puis, on va finir en musique. Donc, voilà, on les écoute. Look at me now, this is what I wanna hear you say. Look at me now, you got to do what you wanna do. I do what I gotta do. For you and me. Love is my symphony. I never let down to make it real. Love is all around. Love is inside of you. You never let down to make it true. Love is all around you. I got a feeling like sticking to my head, sticking to your face. Never gonna last, never gonna end. I don't. Look at me now, just in case you wanna play.
got me now.